Le bruit du cristal qui s'entrechoque a soudainement cessé, laissant place à un silence pesant, presque électrique. Dans ce restaurant étoilé de Bordeaux, entouré de l'élite locale et de ma propre famille, je sentais les regards converger vers moi. Non pas avec admiration, ni même avec affection, mais avec cette pitié déguisée en amusement qui m'était si familière. Ma sœur Cyrielle, sublime dans sa robe de créateur, venait de prononcer les mots qui allaient marquer le point de non-retour. À Fanette, notre éternelle locataire, l'ombre au tableau de notre réussite éclatante, avait-elle lancé, son rire perçant traversant la pièce comme une dague. Mon père, Gérard, l'homme que j'avais passé ma vie à essayer d'impressionner, riait le plus fort. Il essuyait une larme de joie au coin de l'œil, savourant l'humiliation de sa propre fille comme on savoure un grand cru. Ce qu'ils ignoraient tous, alors qu'ils se gavaient de mes délicats et de 20 hors de prix, c'est que la carte de crédit qui allait régler cette addition faramineuse n'était valide que grâce à moi. Ils ne savaient pas que la maison de mon père, le spa de ma sœur, et même la voiture de sport de mon cousin, tout cela m'appartenait. J'étais le pilier invisible qu'ils frappaient à coups de marteau depuis des années. Mais ce soir, le pilier allait s'effondrer volontairement, et le toit allait leur tomber sur la tête. Je m'appelle Fanette, et voici comment j'ai transformé mon 30e anniversaire en jour du jugement dernier pour ma famille. Avant de plonger dans les détails de cette soirée fatidique, j'aimerais créer un lien avec vous. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous écoutez cette histoire et quelle heure il est chez vous. Savoir que vous êtes là, avec moi, me donne la force de raconter la suite. Le Chapon Fin est une institution à Bordeaux. Avec ses murs en rocaille, ses lustres imposants et son atmosphère feutrée qui sent l'argent ancien et les secrets bien gardés, c'était l'endroit idéal pour que mon père étale sa prétendue fortune. Il avait insisté pour réserver le grand salon privé, une pièce qui coûtait plus cher pour une soirée que ce que je dépensais en nourriture pour 6 mois, du moins selon leurs estimations de mon budget. J'étais assise au bout de la table, près de la porte, une place stratégique qu'il m'attribuait toujours, comme s'il s'attendait à ce que je doive partir tôt pour aller faire une tâche subalterne. Je regardais ma famille. Ils étaient 43. 43 personnes liées par le sang, mais séparées de moi par un abîme d'incompréhension et de mépris. À ma droite, ma cousine Chloé montrait bruyamment les photos de ses dernières vacances aux Maldives à une tante admirative. En face de moi, mon cousin Tanguy vérifiait compulsivement le cours du Bitcoin sur son téléphone, un verre de Saint-Émilion grand cru à la main. Tanguy, le génie de la finance autoproclamée, qui avait failli finir en prison pour dette de jeu il y a 2 ans, si une mystérieuse main secrète n'avait pas effacé son ardoise. Mais la star de la soirée, comme toujours, c'était Cyrielle. Ma sœur aînée de 3 ans. L'enfant doré. Elle portait une robe vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux, et un collier de diamants que mon père lui avait offert pour célébrer l'expansion de son entreprise. Son entreprise, La Vie en Rose, un spa de luxe situé dans le Triangle d'Or, était une coquille vide. Je le savais mieux que personne, car c'était moi qui injectais des fonds chaque mois via une société écran pour qu'elle puisse payer ses employés. Sans moi, Cyrielle serait en train de pointer au chômage. Mais ce soir, elle rayonnait de cette arrogance insupportable de ceux qui pensent que tout leur est dû. « Tu ne manges pas ton saumon, Fanette ?» lança ma mère, Bernadette, d'une voix qui se voulait douce mais qui portait assez loin pour que tout le monde entende. « C'est du saumon sauvage, tu sais. C'est peut-être un peu trop raffiné pour ton palais habitué aux conserves ?» Des rires étouffés parcoururent la table. Je sentis mes joues chauffer. Non pas de honte, mais d'une colère froide qui montait lentement le long de ma colonne vertébrale. « Je n'ai pas très faim, maman, répondis-je calmement. J'admirais juste la décoration. C'est très ostentatoire. Ostentatoire, coupa mon père, la bouche pleine. C'est ce qu'on appelle la classe, ma fille. Mais je ne t'en veux pas de ne pas comprendre. Quand on vit dans un studio de 20 mètres carrés dans le vieux quartier, on perd le sens des proportions. Il leva son verre pour porter un premier toast. À la famille. À notre réussite. Regardez autour de vous. Les Martins sont des gagnants. Nous avons des entrepreneurs, des investisseurs, des créateurs. Nous sommes l'élite. Et nous avons Fanette, ajouta Cyrielle avec un petit rire pervers. Notre petite bibliothécaire. Enfin, traductrice, pardon. C'est tellement mignon comme passe-temps. Dis-moi, Fanette, as-tu réussi à payer ton loyer ce mois-ci ou as-tu besoin que papa te fasse encore un virement de pitié ? C'était un mensonge éhonté. Mon père ne m'avait pas donné un centime depuis mes 18 ans.
Au contraire, c'était moi qui avais racheté son prêt immobilier toxique l'année dernière pour empêcher la banque de saisir la maison familiale où il dormait tous les soirs. Mais il avait raconté à tout le monde qu'il m'aidait financièrement pour se donner le beau rôle du patriarche bienveillant. Je me débrouille, Cyrielle, dis-je en serrant ma serviette sous la table. Je n'ai besoin de l'aide de personne. C'est cela, oui, ricana Tanguy. On sait tous que tu tires le diable par la queue. Allez, ne sois pas fier. C'est ton anniversaire après tout. Profite du repas, c'est gratuit pour toi. L'injustice de la situation me donnait la nausée. Je regardais ces visages, ces sourires carnassiers éclairés par la lumière des chandeliers. Ils mangeaient mon argent. Ils buvaient ma sueur. Et ils me recrachaient au visage. J'avais envie de hurler, de renverser la table, de leur jeter leur relevé bancaire à la figure. Mais je ne fis rien. Pas encore. J'attendais. J'avais un plan. Et comme le disait si bien ma grand-mère Solange, la vengeance est un plat qui se mange glacé. Pour comprendre pourquoi je suis restée silencieuse pendant 5 longues années, il faut remonter un peu en arrière. Il faut comprendre d'où vient l'argent. Et surtout, il faut comprendre la haine viscérale que ma grand-mère maternelle, Solange, vouait à mon père. Mémé Solange n'était pas une femme ordinaire. Veuve très jeune d'un négociant en vin, elle avait géré seule un patrimoine complexe à une époque où les femmes devaient demander la permission à leur mari pour ouvrir un compte en banque. Elle avait un flair incroyable pour les affaires, investissant dans des terrains marécageux qui devenaient 10 ans plus tard des zones résidentielles de luxe, et achetant des manuscrits rares pour une bouchée de pain avant que le marché de l'art ne s'envole. Mais aux yeux de la famille, elle n'était qu'une vieille dame excentrique qui vivait dans une ferme délabrée en Dordogne, entourée de chats et de vieux livres. Mon père la détestait. Il la traitait de radine, de paysanne. Il se moquait de ses vêtements démodés et de son refus d'installer le chauffage central moderne. Il ne voyait pas la valeur des tableaux accrochés au mur craquelé, ni celle des premières éditions de Voltaire qui traînaient sur la table de la cuisine. Moi, j'étais la seule à passer mes étés avec elle. Non pas parce que je voulais son argent, je ne savais même pas qu'elle en avait, mais parce qu'elle était la seule personne qui m'écoutait. Elle m'a appris à lire le latin, à restaurer le cuir des reliures anciennes et surtout, à observer les gens. Ton père est un pan, Fanette, me disait-elle souvent en épluchant des pommes pour sa célèbre tarte. Il fait la roue pour cacher qu'il a le derrière sale. Il est obsédé par l'apparence parce qu'à l'intérieur, il est vide. Il a peur. Et les gens qui ont peur sont dangereux. Quand elle est tombée malade, juste après mes 25 ans, j'ai quitté mon travail à Lyon pour venir la soigner. Ma mère passait une fois par mois pour critiquer la poussière. Cyrielle n'est jamais venue, prétextant une surcharge de travail au spa. J'ai tenu la main de Mémé Solange jusqu'à son dernier souffle. Le jour de la lecture du testament fut un théâtre de l'absurde. Mon père était arrivé en costume noir brillant, parlant déjà des travaux de rénovation qu'il allait faire dans la ferme pour la revendre. On va enfin toucher le pactole, avait-il chuchoté à ma mère. Maître Lamartine, le notaire, un homme d'une intégrité de marbre, avait ouvert l'enveloppe. Il avait lu les dispositions courantes, quelques meubles pour ma mère, une broche pour Cyrielle. Et puis, le coup de tonnerre. Quant au reste de mon patrimoine, incluant les portefeuilles d'actions, les biens immobiliers à Bordeaux et Paris, les vignobles en fermage, et ma collection de manuscrits estimée à 12 millions d'euros, je lègue l'intégralité de la quotité disponible à ma petite fille, Fanette. Mon père avait bondi de sa chaise. C'est une blague? Cette gamine? Mais elle ne saura même pas gérer un livret A. Et moi? Je suis le chef de famille. Maître Lamartine avait levé la main. Il y a une condition suspensive, monsieur Martin. Le testament stipule que Fanette doit garder le contrôle total et exclusif, et que l'existence de ses fonds doit rester confidentielle vis-à-vis de la famille jusqu'à ses 30 ans révolus. Si cette clause de confidentialité est rompue, les fonds seront reversés à la SPA. C'était un coup de génie. Mémé Solange m'avait donné le pouvoir, mais elle m'avait aussi donné une arme, le secret. Elle savait que si mon père apprenait l'étendue de ma fortune, il me harcèlerait, me manipulerait, ou me ferait un procès. J'ai hérité ce jour-là d'une fortune colossale. Mais je suis retournée à mon studio. J'ai continué à prendre le tramway. J'ai gardé mon vieux manteau. Pourquoi? Parce que je voulais voir si ma famille m'aimerait sans l'argent. Et aussi parce que, étrangement, je voulais les protéger. Je savais que mon père était criblé de dettes.
Je savais que Cyrielle coulait son entreprise. Alors j'ai créé Phoenix Partners. Une société d'investissement anonyme. J'ai commencé à racheter leurs dettes. J'ai commencé à être leur ange gardien invisible. Je pensais naïvement que si je stabilisais leur vie financière, ils deviendraient plus doux, plus aimants. J'avais tort. L'argent facile ne les a pas rendus meilleurs. Il les a rendus plus arrogants. Et ce soir, au restaurant, je contemplais le monstre que j'avais nourri pendant 5 ans. Le dîner avançait, et l'alcool déliait les langues, rendant les piques plus venimeuses. Mon père se leva, tapotant son verre avec son couteau à poisson en argent. Le son cristallin fit taire les conversations. Il aimait ces moments où il tenait l'auditoire dans sa main. Il ajusta sa cravate en soie, une cravate que j'avais indirectement payée lorsqu'il avait utilisé la carte de crédit de l'entreprise, une entreprise dont j'étais l'actionnaire majoritaire secret pour ses frais de représentation. Mes chers amis, ma chère famille, commença-t-il, la voix tremblante d'une émotion feinte. Avoir 30 ans, c'est un cap, pour certains, c'est l'âge de la consécration. Regardez Cyrielle. À 35 ans, elle est une reine de l'esthétique à Bordeaux. Cyrielle fit une petite moue de fausse modestie, baissant les yeux tout en s'assurant que son collier captait bien la lumière. Et puis, continua mon père, son regard se durcissant en se posant sur moi, il y a 30 ans, c'est aussi l'heure des bilans pour ceux qui cherchent encore leur voie. Fanette. Il prononça mon nom comme on prononce le nom d'une maladie incurable. Je ne veux pas être dur, ma fille. Mais il faut regarder la vérité en face. Tu stagnes. Tu vis dans le passé avec tes vieux livres. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, pas de propriété. Tu es, comment dire, un boulet que nous traînons avec amour. Un rire gras s'éleva du bout de la table. C'était oncle Patrick, un homme qui avait fait faillite 3 fois et qui vivait au crochet de sa femme. Mais ne t'inquiète pas, poursuivit mon père, magnanime. La famille est là. Nous serons toujours là pour te jeter quelques miettes de notre succès. Parce que c'est ça, la loi de la nature. Il faut bien qu'il y ait des gens en bas de l'échelle pour tenir les barreaux pendant que les leaders comme nous grimpent vers les étoiles. Cette phrase. Il faut bien qu'il y ait des gens en bas. C'était la phrase de trop. C'était la philosophie de vie de mon père résumée en une insulte. Pour lui, mon existence ne se justifiait que par son utilité à le mettre en valeur. J'étais le marchepied de son ego. Je sentis une vibration dans mon sac à main. C'était l'alarme que j'avais réglée. Minuit approchait. Mon anniversaire touchait à sa fin, et ma patience aussi. Papa, dis-je, ma voix coupant son monologue. Tu penses vraiment que je suis en bas de l'échelle ? Il me regarda, surpris que j'ose l'interrompre. Ce n'est pas une question de pensée, ma chérie. C'est un constat factuel. Regarde ton relevé bancaire. Regarde le nôtre. C'est drôle que tu parles de relevé bancaire, dis-je, un sourire froid étirant mes lèvres. Parce que les apparences sont parfois trompeuses. Qu'est-ce que tu racontes ? Intervint Cyrielle, agacée qu'on ne parle plus d'elle. Ne gâche pas la soirée avec tes aigreurs, Fanette. Papa essayait d'être gentil et de te donner des conseils de vie. Des conseils de vie venant d'un homme qui a failli perdre sa maison l'an dernier, lâchez-je. Le silence retomba brutalement. Mon père devint blême. La quasi-saisie de la maison était un secret honteux qu'il avait caché à tout le monde, prétendant qu'il renégociait ses taux pour optimiser sa fiscalité. Comment sais-tu ça ? Bégaya-t-il. Je sais beaucoup de choses, papa. Je sais que ton prêt relais a été racheté in extremis par une société nommée Phoenix Partners. Je sais que tu as pleuré au téléphone avec le gestionnaire de compte, suppliant pour un délai. Ça suffit, hurla-t-il, frappant du poing sur la table. Je t'interdis de parler de mes affaires. Tu n'es qu'une petite insolente jalouse. Tu ne comprends rien à la haute finance. La haute finance ? Je laissai échapper un petit rire sec. Papa, tu ne fais pas de la haute finance. Tu fais de la mendicité de haut vol. La tension était palpable. Les serveurs s'étaient figés, les plats à la main. Ma mère me regardait avec horreur, comme si je venais de sortir un couteau. Mais je ne m'arrêterai plus. Le barrage avait cédé. Cyrielle, sentant que son père perdait la face, décida d'intervenir pour sauver l'honneur de la famille, ou plutôt pour m'écraser définitivement.
Elle fouilla dans son sac à main de marque et en sortit une enveloppe colorée. Tiens, Fanette, dit-elle avec un sourire mielleux. Puisque tu sembles si préoccupée par l'argent, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est pour ton anniversaire. Elle me tendit l'enveloppe comme on tend un os à un chien. Je l'ouvris. À l'intérieur, il n'y avait pas de chèque, pas de carte cadeau. Il y avait une liasse de coupons de réduction pour un supermarché hard discount, certains déjà périmés, et un petit livret intitulé « Comment gérer son budget quand on est au RSA ». J'ai pensé que ça te serait utile, dit-elle, ravie de son effet. Maman m'a dit que tu avais du mal à finir le mois. C'est important d'apprendre à économiser sur les petites choses, tu sais. Les pâtes, le riz, ça nourrit bien et c'est pas cher. Toute la table éclata de rire. C'était l'hilarité générale. Tanguy tapait sur la table, ma tante essuyait ses yeux. C'était une humiliation calculée, précise, chirurgicale. Il ne riait pas avec moi, il riait de ma supposée misère. Je regardais les coupons. Je regardais le visage radieux de ma sœur. Et je pensais aux 200 000 € que j'avais injectés dans son spa l'année dernière pour qu'elle puisse s'acheter les nouvelles machines de cryothérapie dont elle rêvait. Je pensais aux factures de ses fournisseurs que je réglais directement pour éviter qu'ils ne la livrent plus. C'est très généreux de ta part, Cyrielle, dis-je doucement. Surtout venant de quelqu'un dont la carte professionnelle a été refusée la semaine dernière chez le fleuriste. Le sourire de Cyrielle se figea. C'était un bug informatique. La banque a fait une erreur. Une erreur de solde insuffisant, je crois, rectifiai-je. C'est fou comme les banques font souvent des erreurs avec toi, non? Tu es odieuse, cria-t-elle. Tu es juste jalouse parce que je suis une femme d'affaires accomplie et que tu n'es rien. C'est à ce moment précis que le maître d'hôtel s'approcha de mon père avec l'addition. Une petite pochette en cuir noir contenant la sentence. Mon père l'ouvrit, jeta un coup d'œil rapide au montant, et grimaça imperceptiblement. Je savais que le montant devait avoisiner les 5 000 €. Il sortit sa carte Gold. La carte que je garantissais. Mais avant de la donner au serveur, il se tourna vers moi avec un sourire cruel. Fanette, dit-il fort. Puisque nous t'offrons ce festin royal, et que tu as été si désagréable ce soir, je pense qu'il serait juste que tu participes. Tu vas laisser le pourboire. Le pourboire, répétai-je. Oui. Dans un établissement comme celui-ci, il est d'usage de laisser 10%. Fais le calcul. Ça doit faire 500 €. Allez, montre-nous que tu n'es pas aussi radine que ta grand-mère. Il me demandait 500 €. Il savait pertinemment que pour la Fanette pauvre qu'il imaginait, 500 € représentaient mon budget nourriture pour 2 mois. Il voulait me voir paniquer. Il voulait me voir bégayer, fouiller dans mon sac, admettre que je n'avais pas cette somme, pour pouvoir ensuite jouer au grand seigneur et dire ce n'est pas grave, papa va payer. C'était le test ultime. L'humiliation finale. Je restai silencieuse un instant. Le temps sembla s'arrêter. Je vis le visage expectant de mon père, le sourire narquois de ma sœur, l'indifférence de ma mère. Arrêtons-nous un instant ici. Imaginez-vous à ma place. Votre famille, que vous soutenez secrètement depuis des années, vous humilie publiquement et vous demande de l'argent que vous êtes censé ne pas avoir, juste pour le plaisir de vous voir souffrir. Que auriez-vous fait? Auriez-vous révélé la vérité tout de suite en criant? Auriez-vous pleuré et quitté la table? Ou auriez-vous fait ce que je m'apprêtais à faire? Dites-moi dans les commentaires, j'aurais tout cassé ou j'aurais joué le jeu jusqu'au bout. Votre avis m'intéresse. Je ne paniquais pas. Je ne pleurais pas. Au lieu de cela, une clarté absolue envahit mon esprit. C'était fini. Le jeu était terminé. L'expérience sociale était conclue. Les sujets de test avaient échoué lamentablement. Je sortis mon téléphone. Pas pour vérifier mon compte en banque, mais pour envoyer un message. Un message que j'avais rédigé des mois à l'avance et enregistré dans mes brouillons, attendant juste le moment où je n'aurais plus aucun doute. Destinataire, Maître Lamartine. Message, exécuter l'ordre 30. Immédiatement. Coupez tout. J'appuyai sur envoyer. La petite icône de chargement tourna une seconde, puis le mot envoyé apparut. C'était fait.
En une seconde, je venais de scier la branche sur laquelle ils étaient tous assis. L'ordre 30 était une instruction complexe. Elle déclenchait le gel immédiat de tous les fonds de Phoenix Partners, la révocation des garanties bancaires sur les prêts de mon père et de ma sœur, et l'envoi automatique de lettres de mise en demeure par mon cabinet d'avocat. Je levai les yeux vers mon père. « Je n'ai pas 500 € sur moi, papa, dis-je calmement. Ah! Je le savais, exulta-t-il. Toujours aussi fauché. Allez, ce n'est pas grave, le patron régale. Mais essaie de faire un effort dans ta vie, bon sang. Il tendit sa carte au serveur. Le serveur l'inséra dans le terminal. Je vous prie de m'excuser, monsieur, dit le serveur après quelques secondes. La transaction est refusée. Quoi? Impossible. Mon père rit nerveusement. C'est une gold. Réessayez. Le serveur réessaya. Toujours refusé, monsieur. Code 05, ne pas honorer. C'est ridicule. Cette machine déconne. Mon père commençait à transpirer. Cyrielle, donne ta carte pro, je te rembourserai. Cyrielle, levant les yeux au ciel, sortit sa carte Platinum d'entreprise. Franchement papa. Elle tendit la carte. Le serveur l'inséra. Bip bip. Refusé également, mademoiselle. Un silence de mort tomba sur la table. Mais c'est impossible, balbutia Cyrielle, devenant pâle sous son fond de teint. Il y a de l'argent sur ce compte. L'investisseur a fait le virement hier. Il semblerait que non, dis-je, me levant lentement. Je lissai ma robe simple, qui était en réalité une pièce unique en soie sauvage faite sur mesure, valant plus que toutes les tenues de la table réunie. Où tu vas? Demanda ma mère, la panique commençant à percer dans sa voix. Je rentre chez moi, dis-je. Je sortis un billet de 10 € de mon sac et le posai délicatement devant mon père. Tiens, papa. C'est tout ce que je peux me permettre pour le pourboire. J'espère que tu trouveras un moyen de payer le reste. Peut-être que tu peux faire la plonge? Tu ne peux pas partir. On a un problème, cria mon père. Non, papa. Tu as un problème. Moi, j'ai une vie à vivre. Je tournai les talons et marchai vers la sortie. Je sentais leur regard brûler mon dos. Je sentais leur confusion se transformer en terreur. Je traversai le restaurant la tête haute, le cœur battant à tout rompre, non pas de peur, mais d'une adrénaline pure et sauvage. C'était le début de la fin pour eux. Et le début de ma liberté. Le lendemain matin, Bordeaux s'éveilla sous une pluie fine, grise et mélancolique, comme pour accompagner le deuil de ma famille. Mais pour moi, dans mon Penthouse du quai des Chartrons, le ciel n'avait jamais paru aussi lumineux. J'habitais au dernier étage d'un immeuble du XVIIIe siècle classé, un espace de 300 mètres carrés entièrement rénové, mêlant la pierre blonde de Bordeaux à une architecture contemporaine minimaliste. Je pris mon café sur la terrasse couverte, observant la Garonne couler paisiblement. Mon téléphone, posé sur la table en marbre, était en mode ne pas déranger depuis la veille. L'écran s'illuminait toutes les 30 secondes avec des notifications d'appels manqués. 7h15, papa, 3 appels, 7h30, Cyrielle, 5 appels, 7h45, maman, 2 appels, 8h, Tanguy, 1 appel, ils se réveillaient dans un monde nouveau. Un monde où l'argent magique n'apparaissait plus sur leur compte. Je décidai finalement de désactiver le mode silencieux à 9h précises. La première sonnerie retentit presque instantanément. C'était Cyrielle. Je décrochai et mis le haut-parleur, continuant à tartiner ma brioche. Allô? Fanette? Sa voix était hystérique, brisée par les sanglots. Tu dois m'aider. C'est la catastrophe. Bonjour Cyrielle. Joyeux lendemain d'anniversaire à moi. Merci de demander. On s'en fout de ton anniversaire. Tu ne comprends pas. La banque. Ils sont venus ce matin à l'ouverture du spa. Ils ont posé des scellés. Des scellés, Fanette. Ils disent que la société est en liquidation judiciaire immédiate parce que le garant principal s'est retiré. Mes employés sont dehors, ils pleurent. Les clients arrivent pour leur rendez-vous et trouvent porte close. C'est un cauchemar. Je pris une gorgée de café. Ah. C'est ennuyeux.
Tu as essayé de leur donner des coupons de réduction? Quoi? Tu es folle? Pourquoi tu blagues? Je vais tout perdre. Ma réputation, ma vie. Appelle papa, il ne répond pas. Papa est probablement occupé, dis-je. En effet, un double appel s'afficha. C'était Gérard. Je mis Cyrielle en attente et pris l'appel de mon père. Fanette. Où es-tu? Hurla-t-il. Il n'y avait plus aucune trace de l'homme arrogant de la veille. C'était la voix d'un animal traqué. Il y a un huissier devant la maison. Un huissier. Il dit qu'il a un ordre d'expulsion exécutoire. Il dit que la maison appartient à une holding et que le bail précaire est résilié. C'est ma maison. Techniquement, non, papa, dis-je calmement. Tu as vendu la maison à la banque il y a 2 ans pour éponger tes dettes, tu te souviens? Et la banque l'a revendue à un investisseur qui t'a laissé y habiter gracieusement. Jusqu'à aujourd'hui. Mais l'investisseur, c'était un ami. Un partenaire. Phoenix Partners. Pourquoi ils font ça? Peut-être qu'ils ont réalisé que le locataire était ingrat et ne méritait plus leur charité. Comment tu peux parler comme ça? Tu ne comprends rien aux affaires. Viens tout de suite. J'ai besoin que tu ailles voir tes amis qui louent des appartements pas chers, on a besoin d'un endroit où mettre les meubles. Même au bord du gouffre, il me voyait encore comme son larbin. C'était fascinant de pathétisme. Je ne peux pas venir, papa. Je suis chez moi. Chez toi? Dans ton taudis? On ne va pas aller dans ton taudis. Non. Pas dans mon taudis. Venez au 15 quai des Chartrons. Dernier étage. Amenez toute la famille. On doit parler. Le quai des Chartrons? Il y eut un silence incrédule. Mais c'est le quartier des millionnaires. Tu fais le ménage là-bas? Je souris. Venez. Et n'oubliez pas d'amener maman. Elle va vouloir voir ça. Je raccrochai. J'envoyai un message à maître Lamartine, ils arrivent. Que le spectacle commence. Il leur fallut 45 minutes pour arriver. Je les observais depuis mon écran de contrôle de sécurité. Ils étaient une troupe lamentable. Mon père avait mis un costume froissé, Cyrielle avait les yeux gonflés et le mascara qui coulait, ma mère semblait perdue, serrant son sac à main contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Tanguy et oncle Hervé suivaient derrière. Oncle Hervé. Le frère cadet de mon père. Le facteur. Celui que la famille méprisait parce qu'il avait choisi une vie simple. Il était le seul à m'avoir envoyé une carte d'anniversaire sincère, avec un petit billet de 20 € dedans. C'était le seul cadeau qui avait de la valeur à mes yeux. Je l'avais invité personnellement ce matin par SMS, lui disant de venir voir la vérité. Je déverrouillai la porte d'entrée de l'immeuble et appelai l'ascenseur privé pour eux. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans mon salon, leur réaction fut tout ce que j'avais espéré. Ils s'arrêtèrent net, bouche bée, les yeux écarquillés. Ils s'attendaient à un studio poussiéreux. Ils se trouvaient dans un temple du design et de la culture. Le soleil inondait la pièce à travers les immenses baies vitrées. Les murs étaient tapissés de bibliothèques en bois de rose contenant des siècles de savoir. Une sculpture de Rodin, une petite étude originale, trônait sur une console. L'odeur subtile de la cire d'abeille et du cuir ancien flottait dans l'air. Mon Dieu! Souffla ma mère. Elle laissa tomber son sac. Mon père fit quelques pas hésitants, comme s'il marchait sur un sol miné. Il regarda autour de lui avec un mélange de convoitise et de terreur. Il savait ce que ce genre d'appartement coûtait. Il savait que c'était hors de sa portée, même dans ses rêves les plus fous. C'est à qui? Demanda Cyrielle, la voix étranglée. Tu gardes ça pour un émir? Un milliardaire russe? Je sortis de la cuisine, une tasse de thé à la main. Je portais un pantalon en lin blanc et une chemise en soie. J'avais l'air détendue, maîtresse des lieux. Bonjour à tous, dis-je. Bienvenue chez moi. Chez toi, répéta mon père. Ne sois pas ridicule. Tu ne pourrais même pas payer les charges de cet endroit. À qui est-ce vraiment? À moi, papa. Titre de propriété à mon nom.
Payer comptant. Pas de crédit. Pas d'hypothèque. Mais, comment? Tanguy s'avança, touchant le dossier d'un fauteuil IMSS. Tu es fauché. On a payé ton dîner hier. Vous n'avez pas payé mon dîner, rectifiai-je. Vous avez essayé de payer avec ma carte de crédit, que j'ai bloquée. Ta carte? Mon père secoua la tête, refusant de comprendre. C'était ma Gold. Ma carte d'entreprise. L'entreprise Phoenix Partners, demandai-je doucement. Le nom frappa mon père comme une gifle physique. Il recula d'un pas, se heurtant à une petite table. Phoenix Partners. Murmura-t-il. L'investisseur, le bienfaiteur. C'est moi, dis-je. Phoenix, c'est moi. Fanette. La ratée. La fille du bas de l'échelle. Je fis un signe de tête à maître Lamartine, qui était assis discrètement dans un coin. Il se leva et posa un dossier épais sur la table basse en verre. Monsieur Martin, dit le notaire de sa voix grave. Comme vous le savez, Phoenix Partners détient 100% de la dette de votre société immobilière, ainsi que le titre de propriété de votre résidence principale. Mademoiselle Fanette est l'unique actionnaire de Phoenix Partners. Elle vous a logé, nourri et blanchi financièrement depuis 5 ans. C'est impossible, cria Cyrielle. Elle n'a pas d'argent. Mémé Solange n'avait rien. Mémé Solange avait tout, répondis-je. Et elle m'a tout laissé. Parce qu'elle savait que vous étiez des vautours. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait aspirer l'oxygène de la pièce. Ils me regardaient tous comme si je m'étais transformé en extraterrestre. La réalité de la situation s'installait lentement dans leurs esprits étriqués. La personne qu'ils avaient le plus méprisée était celle qui tenait leur vie entre ses mains. Mon père fut le premier à réagir, fidèle à sa nature narcissique. Au lieu de la gratitude ou de la honte, c'est la colère qui explosa. Tu nous as menti, rugit-il, le visage cramoisi. Tu as manipulé ta propre famille. Tu nous as regardé galérer pendant que tu vivais dans le luxe. C'est pervers. C'est dégueulasse. Galérer? Je laissai échapper un rire incrédule. Papa, tu as changé de voiture 3 fois en 2 ans. Tu as passé tes vacances à Saint-Barth. Cyrielle a refait la déco de son spa 4 fois. C'est ça que tu appelles galérer? Vous avez vécu comme des rois avec MON argent. C'était l'argent de ta grand-mère. C'était l'argent de la famille. J'y avais droit. Non, intervint maître Lamartine. Juridiquement et moralement, vous n'aviez droit à rien. Votre belle-mère a spécifiquement exclu votre nom. Fanette a choisi, par pure générosité, de redistribuer une partie de sa fortune pour vous sauver de la faillite. Générosité, cracha Cyrielle. Elle nous a humiliés. Elle nous a laissé croire qu'on réussissait alors qu'elle tirait les ficelles. Elle s'est moquée de nous. Je vous ai donné une chance, criai-je, ma voix montant enfin dans les aigus. Je vous ai donné 5 ans. 5 ans pour prouver que vous pouviez être des gens bien si vous n'aviez pas de soucis d'argent. 5 ans pour me traiter avec un minimum de respect, non pas parce que j'étais riche, mais parce que j'étais votre fille. Votre sœur. Je m'approchai d'eux, les forçant à reculer. Tu sais ce que j'attendais, papa? J'attendais un merci. J'attendais un je suis fier de toi. Même quand tu pensais que j'étais pauvre. Mais non. Tu m'as traité de déchet. Tu as dit qu'il fallait des gens en bas pour que tu sois en haut. Eh bien félicitations, papa. Tu as gagné. Je suis en bas. Je suis la fondation. Et je viens de décider de bouger. Tout s'écroule. Tu ne peux pas faire ça, pleura ma mère. On était parents. On t'a élevé. Vous m'avez élevé pour être le marchepied de Cyrielle. Vous m'avez élevé pour être invisible. Je me tournai vers oncle Hervé, qui n'avait pas dit un mot, observant la scène avec ses yeux tristes. Oncle Hervé, dis-je. Toi, tu ne m'as jamais rien demandé. Tu ne m'as jamais jugé. Quand j'étais petite, tu étais le seul à venir me voir dans ma chambre quand je pleurais parce que papa avait oublié mon anniversaire. Hervé baissa la tête, ému. Tu étais une gentille petite fille, Fanette. Tu méritais mieux. Merci, dis-je.
Je pris une enveloppe sur la table et la lui tendis. Ceci est pour toi. C'est le titre de propriété de la petite maison de gardien à l'entrée du domaine viticole que je possède. Elle est à toi. Tu pourras y vivre ta retraite en paix, sans payer de loyer. Et il y a un petit compte pour tes dépenses. Hervé regarda l'enveloppe, les mains tremblantes. Je ne peux pas accepter ça, Fanette. Accepte. C'est la seule transaction honnête de cette famille. De l'amour contre de l'amour. La réaction de mon père fut immédiate et viscérale. Et nous, hurla-t-il. Tu donnes une maison à ce facteur raté, et tu laisses tes propres parents à la rue? Le facteur raté est le seul homme digne dans cette pièce, répondis-je froidement. Quant à vous, je fis un signe à maître Lamartine. Il projeta une image sur le grand écran plat du salon. C'était une photo de la vieille ferme de Mémé Solange en Dordogne. Celle que mon père détestait tant. Vous n'êtes pas à la rue. Je ne suis pas un monstre. Vous pouvez aller vivre à la ferme. Elle est vide. Il n'y a pas de chauffage central, l'internet est lent, et le toit fuit un peu. Mais c'est un toit. La ferme de la vieille? Cyrielle eut en haut le cœur. C'est un trou à rats. Je ne peux pas vivre là-bas. Et mes amis? Et ma vie sociale? Ta vie sociale est basée sur l'argent que tu n'as plus, Cyrielle. Tes amis vont disparaître aussi vite que ton solde bancaire. Tu auras beaucoup de temps pour lire. Je t'ai même laissé quelques livres. Je refuse. Mon père croisa les bras. Je ne quitterai pas Bordeaux. Je vais te faire un procès. Je vais contester le testament. Je vais dire que tu as abusé de la faiblesse de ta grand-mère. Essaie d'y mettre Lamartine calmement. Le testament est blindé. Nous avons des expertises psychiatriques prouvant la lucidité de Madame Solange. Et si vous attaquez, Fanette réclamera le remboursement intégral des 1,2 million d'euros qu'elle a versés pour couvrir vos dettes ces 5 dernières années. Nous vous poursuivrons pour abus de confiance et enrichissement sans cause. Vous finirez en prison, monsieur Martin. Le mot prison fit vaciller mon père. Il s'affaissa sur le canapé, soudainement très vieux. Toute sa superbe avait disparu. Il n'était plus qu'un petit homme effrayé dans un costume trop grand. Allez-vous-en, dis-je, la fatigue m'envahissant soudainement. Sortez de chez moi. Les huissiers vous attendent à votre ancienne maison pour vous laisser prendre vos affaires personnelles. Vous avez 24 heures pour vider les lieux. Fanette. Ma mère tenta une dernière approche, tendant la main vers moi. Ma chérie. Je reculai. Non, maman. Ne commence pas. Ne joue pas la mère aimante maintenant que tu as vu les meubles. C'est trop tard. Ils se dirigèrent vers l'ascenseur, traînant les pieds comme des condamnés. Cyrielle pleurait bruyamment, se lamentant sur son sort. Tanguy essayait de se faire tout petit, espérant que j'oublie ses dettes, je ne les oublierai pas, mais je ne le poursuivrai pas, le mépris était une punition suffisante. Au moment où les portes allaient se fermer, mon père leva les yeux vers moi. Il y avait de la haine, oui, mais aussi une sorte de respect réticent. Pour la première fois de sa vie, il me voyait. Il voyait ma force. Tu es dure, Fanette, dit-il. Tu es devenue dure comme ta grand-mère. C'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire, répondis-je. Les portes se fermèrent. Je restai seul dans mon grand appartement silencieux. Je m'assis sur le sol, dos contre le mur, et pour la première fois depuis des années, je pleurais. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. J'avais coupé le cordon ombilical toxique qui m'étranglait. J'étais orpheline de famille, mais j'étais enfin née à moi-même. Les mois qui suivirent furent une période de déconstruction massive pour les Martin. À Bordeaux, la chute de l'empire de Gérard fut le sujet de conversation favori des dîners en ville pendant quelques semaines. Les gens adoraient voir tomber ceux qui s'étaient crus supérieurs. J'appris par oncle Hervé que l'adaptation à la vie à la ferme était brutale. Mon père, privé de son public et de ses jouets de luxe, sombra dans une dépression colérique. Il passait ses journées à écrire des lettres d'insultes aux banques et aux journaux, dénonçant un vaste complot contre lui. Personne ne répondait. Ma mère, forcée de faire la cuisine et le ménage sans aide, commença à perdre ses illusions sur son grand homme. Les disputes étaient fréquentes et bruyantes.
Cyrielle eut le parcours le plus intéressant. Après avoir essayé de vivre chez divers amis qui se lassèrent vite de ses plaintes et de son incapacité à payer sa part, elle toucha le fond. Elle dut vendre sa garde-robe de luxe sur Vinted pour payer sa nourriture. Elle réalisa que sans l'argent de papa, ou plutôt le mien, elle n'avait aucune compétence réelle sur le marché du travail. Son diplôme d'école de commerce, acheté plus qu'obtenu, ne valait rien sans expérience concrète. Elle finit par trouver un emploi. Pas comme directrice, ni comme consultante. Elle devint réceptionniste de nuit dans un hôtel Ibis Budget près de la Rocade. C'était un travail dur, mal payé, avec des horaires impossibles. Pour la première fois, elle devait servir les autres au lieu d'être servie. Quant à moi, je continuais ma vie. Je finançais la restauration d'une abbaye médiévale en Gironde. J'ouvris une fondation pour aider les jeunes femmes issues de milieux modestes à faire des études de lettres. Je vivais ma passion, entourée de beauté et de calme. Mais il y avait un vide. On ne guérit pas de sa famille en un jour. 1 an après l'événement, je reçus une lettre. Pas un email, ni un SMS. Une lettre manuscrite sur du papier bon marché. L'écriture était celle de Cyrielle. Fanette, je ne t'écris pas pour te demander de l'argent. Je sais que je n'y ai pas droit. Je t'écris parce que hier soir, un client m'a hurlé dessus parce que la machine à café était en panne. Il m'a traité d'incapable. Il m'a dit que j'étais faite pour être en bas de l'échelle. J'ai pleuré dans les toilettes pendant 1 heure. Et je me suis souvenu de ce qu'on t'a fait subir pendant toutes ces années. Je me suis souvenu de mes mots au restaurant. Sœur ratée. Je suis désolée. Je ne savais pas ce que c'était que d'être humiliée pour son travail. Maintenant je sais. Ça brûle. Ça fait mal. Tu n'étais pas ratée. Tu étais la seule digne d'entre nous. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Cyrielle. Je relus la lettre 10 fois. C'était la première chose vraie que ma sœur m'avait jamais dite. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il m'a fallu 2 semaines pour digérer. Puis, un mardi pluvieux, je me suis rendue à l'hôtel où elle travaillait. Je suis entrée dans le hall éclairé au néon blafard. Elle était là, derrière le comptoir, portant un uniforme en polyester un peu trop grand. Elle avait des cernes sous les yeux, ses ongles n'étaient pas manucurés. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. Mais quand elle leva les yeux et me vit, il n'y avait pas de calcul dans son regard. Juste de la surprise et de la honte. Fanette. Salut Cyrielle. Je voulais un café. Il paraît que la machine est réparée? Elle esquissa un sourire timide. Oui. Enfin, elle fait du jus de chaussette, mais elle marche. Je m'approchai du comptoir. Je ne suis pas venue pour te sauver, Cyrielle. Je ne vais pas te donner un chèque pour que tu ouvres un nouveau spa. Je sais, dit-elle. Je ne le veux pas. Je ne saurais pas quoi en faire. Mais, continuai-je, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à cataloguer les archives de l'abbaye que je restaure. C'est un travail fastidieux. Il faut dépoussiérer, classer, taper des inventaires. C'est payé au SMIC. C'est un travail de l'ombre. Personne ne t'applaudira. Elle me regarda longuement. Un travail de l'ombre, comme ce que tu faisais? Oui. J'accepte, dit-elle sans hésiter. Je veux apprendre. Je veux apprendre à faire quelque chose de vrai. Ce n'était pas la fin heureuse d'un film Disney. Nous ne sommes pas tombés dans les bras l'une de l'autre. Mais c'était un début. Cyrielle a quitté l'hôtel et a commencé à travailler pour moi. Elle était maladroite au début, se plaignant de la poussière. Mais peu à peu, elle a découvert la satisfaction du travail accompli. Elle a découvert que l'on pouvait être fier de soi sans avoir besoin d'écraser les autres. Aujourd'hui, je suis toujours Fanette, la traductrice. Je suis aussi une femme riche, puissante et libre. Mais ma plus grande richesse n'est pas sur mon compte en banque. Elle est dans le miroir, quand je me regarde et que je vois une femme qui a su dire non. Mon père est toujours à la ferme. Il est aigri, seul avec ma mère qui commence enfin à lui tenir tête. Je leur envoie de quoi vivre décemment, car je ne suis pas cruelle, mais je ne leur rends pas visite. Certains liens sont trop toxiques pour être maintenus. Cyrielle, elle, est en chemin.
Elle n'est plus la Golden Child. Elle est juste ma sœur. Une sœur en construction. Mon père avait raison sur un point. Il y a des gens en haut et des gens en bas. Mais il se trompait sur la nature de l'échelle. L'échelle n'est pas faite d'argent ou de statut social. Elle est faite d'intégrité, de gentillesse et de vérité. Et sur cette échelle-là, il est tout en bas, et je ne lui tends plus la main. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était un voyage long et douloureux, mais nécessaire. Si vous avez aimé cette histoire, si vous avez ressenti ma colère et ma libération, s'il vous plaît, likez cette vidéo, c'est très important pour moi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires de justice familiale. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il a le droit de couper les ponts avec une famille toxique. Vous n'êtes pas seul. Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Soyez fort. Soyez libre. À bientôt.